Alors, les choses ne sont pas encore totalement fixées, mais on a quand même maintenant de quoi largement les commenter. Hortense Villade vous propose un résumé de ce premier tour des élections présidentielles tunisiennes. Pas de chiffres officiels, pas même de résultats provisoires, seulement des sondages sortis des urnes relayés par les médias tunisiens, malgré l'interdiction de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Et ces sondages placeraient en tête avec 43 à 48% des voix Beji Caïd Essebsi, opposant aux islamistes, bientôt 88 ans, et chef du parti Nida Tounes, déjà vainqueur des législatives. Tout ce que je peux vous assurer, c'est que nous sommes premiers et qu'il y a une différence assez consistante d'au moins 10 points entre le premier et le deuxième, au moins. Mais ces sondages ont été balayés par le camp de Monsef Marzouki. À peine une heure après cette première déclaration, c'était au tour du président sortant soutenu par les islamistes de revendiquer une avance de 2 à 4%. Il en appelle maintenant à l'union de toutes les forces démocratiques et notamment à la figure de la gauche qui maintient pour l'instant le suspense. Le Front populaire va se pencher sur cette question. Au moment où je vous parle, nous n'avons communiqué avec aucun des deux camps. Notre choix prendra en considération les intérêts du peuple tunisien. Le camp du président sortant dénonce par ailleurs des fraudes et demande la plus grande vigilance de tous les observateurs lors d'un éventuel second tour, vote qui se tiendra normalement fin décembre. Kader Abderrahim, la première chose qu'on a envie de dire, c'est, enfin, on parle de la mobilisation, on a beaucoup parlé, on a beaucoup exalté la mobilisation de la jeunesse tunisienne, l'implication des femmes, on l'a fait sur ce plateau il y a quelques jours. Et quand on voit, j'ai beaucoup de respect pour les anciens, mais quand on voit quand même l'absence de renouvellement du personnel politique, 88 ans, c'est quand même, il y a quelque chose déjà en termes d'image qui est presque choquant. Oui, enfin moi je ne vais pas porter de jugement. Non, non, bien sûr, et puis ce serait trop facile. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est vrai que 60 ans d'atonie politique ne peuvent pas permettre de produire un personnel politique ou un renouvellement du personnel politique. Aujourd'hui, on est confronté à cette situation un peu partout dans le monde arabe, d'ailleurs, il faut le dire, je crois que c'est important à souligner, et pas simplement en Tunisie. Au moins, l'histoire retiendra que la Tunisie est le premier pays arabe à avoir organisé un scrutin présidentiel libre, ouvert et sur des bases citoyennes, pas confessionnelles ou religieuses. C'est très important. Et donc, je crois que c'est surtout ça qui est important. Après, effectivement, alors votre analyse, la problématique par rapport au candidat du parti de Nida Tounes, c'est une problématique importante parce qu'il y a 88 ans, ça va être difficile de s'inscrire dans la durée. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup frappé pendant cette campagne électorale, c'est que finalement, on a très peu parlé des projets. On a très peu parlé des idées, on a très peu évoqué le projet économique, les valeurs autour desquelles on pouvait se regrouper. Aujourd'hui, reconstruire la Tunisie. Et puis de quoi on a parlé alors ? Reconstruire un modèle économique qui soit viable par rapport aux enjeux qui sont du jour. La confrontation, elle était essentiellement entre Marzouki et Caïd Essebsi. C'était celui qui avait fait l'alliance avec Ennahda contre celui qui incarne, comment dire, le recyclage des anciens benalistes ou des anciens bourguibistes. Donc, il y a eu cette confrontation des hommes, mais peu des idées, malheureusement. Sophie Alexandra, précisément pour une jeune observatrice comme vous, ce combat un peu de, j'allais dire, de dinosaure, ou en tout cas de personnalité politique très marquée, c'est ça que je veux dire. C'est pas tant leur âge que le fait que, voilà, ils ont l'un et l'autre, finalement, un poids et un passé qui ne correspond pas tellement aux aspirations des jeunes générations. Non, effectivement, je pense que la jeune génération ne s'est pas sentie représentée du tout par la classe politique aujourd'hui. On l'a vu de toute façon dans le taux de participation, mais là où j'aimerais rebondir, c'est sur le fait effectivement qu'on dit, oui voilà, Beji Caïd Essebsi c'est l'opposant aux islamistes, n'est-ce pas ? Ou en tout cas à Monsef Marzouki. Oui, d'accord, mais il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est de dire que M. Beji Caïd Essebsi a été élu. En tout cas, il a été en tête des sondages. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, voilà, on va voter pour sortir les islamistes, etc. Oui, mais aujourd'hui, pour le bien de la Tunisie, il va falloir qu'il s'allie donc, dans le prochain gouvernement. En tout cas, ce serait vraiment la chose la plus souhaitée pour l'avenir de la Tunisie, pour le développement économique de la Tunisie, pour pas qu'il y ait d'entraves et d'obstacles au bon déroulement des choses. Et justement, sa base va se sentir trahie, comme toutes les personnes qui disent oh, voilà, on a voté pour lui pour justement ne plus avoir affaire à ça. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans un deuxième 2011, sortie de la Troïka, quand on disait que Takat, elle avait trahi ses militants? Est-ce que ce ne serait pas ça, si au final? Et est-ce que ce ne serait pas dû à ces personnes, effectivement, qui ne se renouvellent pas, qui restent toujours les mêmes et qui, au final, doivent composer entre elles?
il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Un mot sur le score d'Amami et du Front populaire qui va être peut-être, dont les consignes vont être peut-être déterminantes. Je pense qu'elles vont être très intéressantes, les consignes. On attend effectivement de dire que M. Amami va être contre les anciens RCD, ou ce qui symbolise en tout cas M. Béjéra Essebsi. Ça m'étonnerait qu'il en fasse autant. Aujourd'hui, il me semble annoncé qu'il n'appellerait pas au vote de M. Marzouki. Sans appeler pour autant à voter Essebsi. Sans appeler pour le moment. On peut aller chercher dans les financements, je n'irai pas jusque-là, mais dans les financements de M. Amami, et puis dans les votants. Il a touché quand même 15% des élites économiques de la Tunisie qui ont voté pour lui. Donc c'est pour un ancien communiste, c'est intéressant comme vote. C'est quelque chose à mentionner quand même. Meske Haddad, oui. Votre analyse de ce premier tour. Écoutez, d'abord, il n'est pas tout à fait vrai de définir le Nida Tounes comme étant la boîte à recycler des anciens du RCD. Et quand bien même ça aurait été le cas, il y a des anciens du RCD qui sont de très haute compétence et dont l'intégrité, aussi bien morale que politique, n'est pas à mettre en doute. N'est-ce pas ? Il ne s'agissait pas d'un parti fasciste qu'il faut exécrer et qu'il faut exclure par ostracisme de l'avenir et de l'immédiateté de la Tunisie, d'une part. J'aurais préféré, sans doute, j'aurais préféré vivement que les jeunes soient représentés. Déjà, au moment des élections législatives. Pourquoi n'ont pas-ils été représentés? C'est une question qu'il faudrait poser aussi bien aux jeunes, mais beaucoup plus à l'élite politique qui s'est présentée par tel ou tel candidat. Je releverai aussi que Nida Tounes n'est pas un parti pour gérontocrate. Il y a beaucoup de jeunes qui soutiennent Nida Tounes. Ils sont représentés au sein des bases et au sein aussi des cadres de Nida Tounes. Donc, moi, je ne pense pas qu'il s'agit d'une bataille entre les anciens ou les vieux. Encore, dois-je préciser que pour incarner et porter les aspirations de la jeunesse, il ne s'agit pas d'exhiber son état civil. Je rappellerai qu'il y a eu un président, je ne citerai que cet exemple, Alessandro Pertini en Italie, qui a été un remarquable président italien, avec vraiment une vivacité de jeune, et qui avait l'âge de Béjéra Essebsi, si ce n'est plus. Donc, ce n'est pas une bataille entre deux générations. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une bataille entre deux projets de civilisation. C'est ça le plus important. De civilisation, je dis civilisation et non pas seulement politique. Enfin, je vous crois sur parole, mais on le discerne mal quand même dans ce duo. Il faudrait que les protagonistes mettent l'accent davantage en termes de projets économique, politique et social, et même en termes de civilisation. Alors, pourquoi? En quoi Nida Tounes, qu'on le veuille ou pas, s'inscrit dans un projet de continuité par rapport à la modernité et au progressisme du projet bourguibien. Incontestablement. Il s'agit de l'autre côté d'un candidat qui n'est pas un allié d'Ennahda, qui est un suppôt d'Ennahda, et pire qu'Ennahda, de Hizb al-Tahrir et même de Jabhat al-Nusra. Voyez-vous, il s'agit d'un candidat qui se pare des oripeaux et de la cire des droits de l'homme, du progressisme et de la démocratie, et qui est en réalité aujourd'hui, a posteriori et manifestement, porteur du projet islamiste dans toutes ses composantes, c'est-à-dire sa composante, disons, réelle politique avec Ennahda et sa composante extrémiste avec les LPR, les fameuses milices de la protection pour la révolution, les salafistes et aussi Hizb al-Tahrir. Voyez, voilà, ce sont deux projets qui sont parfaitement antagonistes. Mais est-ce que les Tunisiens l'analysent comme ça, l'ont analysé comme ça, ce scrutin?
Il y a un processus à l'œuvre en Tunisie, comme ça arrive très souvent dans les mouvements historiques qu'on peut observer, c'est qu'il y a un moment de reflux. Et là, c'est vrai que depuis 2012-2013, les Tunisiens vivent ce moment de reflux, d'abord parce qu'ils ont été frappés par la crise de manière extrêmement violente. Et donc, il y a un taux de chômage qui est extrêmement élevé, qui n'a fait que progresser depuis 2011. Il y a eu une forme de paralysie de l'appareil économique. Et puis, ça arrive, je disais, ça arrive évidemment jamais au bon moment, ce genre de situation. Mais les bouleversements provoqués par les grandes mobilisations de fin 2010 et début 2011 n'ont pas accouché de cette espérance politique qui aurait pu permettre précisément à la fois un renouvellement du personnel politique, mais également de construire sur le plan social, alors là, je me situe sur un autre plan et pas politique, pour tous ceux qui ont participé au mouvement et aux mobilisations, de construire sur le plan social peut-être une autre Tunisie. Or, ce n'est pas cela que l'on a vu. On a très vite vu les appareils politiques récupérer cette grande mobilisation et ces bouleversements politiques, et puis les confisquer. Ça, c'est la clarté qui nous commande de souligner cet aspect-là. Et aujourd'hui, je crois que pour la Tunisie, ce qui serait fondamental, évidemment, c'est que tous ceux qui sont mobilisés rentrent chez eux en disant « c'est une histoire qui est maintenant derrière nous ». Au contraire, c'est maintenant que se jouent les choses. On va être dans un régime mixte, parlementaire et présidentiel. Le président de la République va avoir des oui, je voulais vous demander relativement institutionnellement en termes peut-être de défense et de politique étrangère. Mais ça n'a rien à voir, par exemple, avec le système français, qui est un système présidentiel extrêmement important, cas unique en Europe. Mais là, le Parlement va jouer un rôle important et il va falloir faire des alliances politiques. Avec qui? Je ne sais pas. Le CPR est aujourd'hui marginalisé. Il a eu très peu d'élus. Hama Hamami a fait une percée quand même très importante, comme le soulignait Madame il y a quelques instants. Évidemment, Nida Tounes est incontournable. Donc, il va falloir discuter, négocier. Et ça, je crois que c'est un autre aspect à souligner. Les Tunisiens savent très bien faire cela. C'est une société structurée et éduquée. Donc on a le sens du compromis et c'est fondamental pour garantir l'avenir et la stabilité du pays. Sophie Alexandra, vous partagez au moins cet aspect-là de l'analyse de Kader, à savoir que c'est quand même un grand succès pour une forme de vie démocratique en Tunisie, cette élection? Bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point, mais je vais juste revenir sur les idéologies. Tout à l'heure, on parlait d'idéologie et d'âge, effectivement, et de représentativité. Effectivement, aujourd'hui, en Tunisie, on n'a peut-être pas forcément voté... on est tous d'accord pour dire que cette élection a un goût de deuxième tour, pas un goût de premier tour des élections. On n'a pas voté pour des personnes, on a plus voté pour des idéologies. Et en l'occurrence, Béji Raïd Sebsi a l'avantage certain de se reposer sur l'héritage de Bourguiba, qui n'est pas rien en soi, forcément. Et puis Nahda sur, effectivement, la religion. Donc déjà, à partir du moment où on a ces deux bases, ça veut dire quoi, on est déjà très puissant. L'héritage Bourguiba, ça veut tout dire. Aujourd'hui, vous sortez dans la rue... Ça veut dire... Non, mais il a dit quand on a 20 ou 25 ans, donc c'était pas à vous, c'était à elle qui s'adressait. La question. Non, quand on a 25 ans... ce qu'il va dire. Il va parler de progressisme et de modernité. C'est ce qu'il va dire. Au moins, l'opposition radicale à tout projet obscurantiste dans un pays qui a été ébloui par les lumières de Bourguiba. Voilà, au moins ça. Alors à elle. Et c'est là où notre analyse s'arrête, même si effectivement je suis d'accord pour dire que oui, Bourguiba, bien sûr, en son temps, représentait le modernisme et le progressisme, c'est évident, ça va de soi, il ne peut pas dire le contraire. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, Nahda représente l'obscurantisme et le Moyen-Âge, comme j'ai tendance à l'entendre? Non, c'est allé très vite en besogne, et puis c'est vraiment... Et puis d'accord, bon, alors moi je veux bien, mais alors, sur les 2 ou 3 ans où on a eu Nahda au pouvoir, et puis Nahda donc au Parlement en tête, en majorité, qui a bien voulu composer avec des démocrates, ben moi j'aimerais bien qu'on m'explique où est-ce qu'il y a eu un retour de l'islam en force, et puis le Moyen-Âge. Bon, très bien, leur performance économique n'était pas extraordinaire, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que quelqu'un aurait fait mieux? Je ne sais pas. J'attends de voir Nida Tounes. Et puis alors on revient sur le régime actuel. Nida Tounes, si Béji Raïd Sebsi passe président de la République, le législatif, l'exécutif et puis tout le reste. Donc est-ce qu'on ne serait pas dans un régime hyper présidentialiste? Moi, je dirais qu'on l'a vu, l'islamisme. Voyez-vous, moi j'ai toujours pensé, mais bien sûr, l'islamisme light, mais l'idéologie reste la même, n'est-ce pas? Daesh, Ansar al-Sharia, Al-Qaïda, Ennahda, le parti très moderniste et très modéré de M. Erdogan en Turquie, toutes ces composantes-là reviennent à une source première, originelle, qui est l'islamisme. Oui, mais entre un islamisme qui joue la carte de la démocratie et un groupe terroriste, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec vous. Encore faut-il préciser, parce que ma voisine s'est interrogée, je n'ai pas vu l'islamisme en Tunisie pendant ces 3
années de gouvernance. J'ai pas vu le retour de la charia et ce genre de choses. Mais parce qu'il faut avoir l'œil du sociologue et du psychologue même pour le voir. Moi, je l'ai vu dans la prolifération métastatique des crèches, par exemple, pour enfants. Je l'ai vu lorsqu'on a encouragé la naissance de ces crèches dites privées et qui sont détenues par des islamistes, bien sûr. J'ai vu des filles de 4, de 5 et de 6 ans porter le voile. Moi, je l'ai vu là-dedans. Voyez-vous, le projet islamiste est très insidieux. Vous n'entendrez jamais un chef d'Ennahda dire « il faut que la femme tunisienne porte le voile ». D'abord parce que la femme tunisienne ne se soumettra pas aux oukases de ce chef islamiste. Ensuite, parce que ce n'est pas, à la limite, il n'a pas à le dire. C'est la société elle-même qui, par ses nouvelles normativités, impose aux femmes tunisiennes et les complexes et les culpabilise pour porter ce voile. C'est un peu de la suggestion. Ils ne sont pas... Ils induisent plutôt qu'ils... Bien sûr, ils induisent. Kader. Oui, j'aime bien citer Karl Marx, même si ça fait gros mots parfois, qui disait « c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien ». Donc ça, ce sont des processus longs et lents. Ils ne sont pas spectaculaires et pas toujours visibles, mais on ne peut pas dire que l'islamisme ou le voile, puisque c'est l'exemple que prenait Mazli Haddad, apparaît en Tunisie à partir de janvier 2011. C'est un processus à l'œuvre, ce sont des mouvements dans la société qui sont à l'œuvre depuis très longtemps. Et pas simplement en Tunisie, on le constate dans tout le monde musulman, et personne n'a été épargné par ce mouvement. Donc je crois qu'il faut aussi rappeler qu'on est dans des sociétés qui sont très conservatrices et que bien souvent, ce n'est pas forcément le cas de la Tunisie, mais que bien souvent, entre le traditionnalisme et l'islamisme, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Oui. Vous êtes optimiste sur le deuxième tour ? Optimiste en tout cas, sur le mode de... Le résultat. Oui, non pas sur le résultat, mais sur la régularité du scrutin, sur tout ça va bien se passer. Et sur le résultat, votre pronostic ? Je n'ai pas de pronostic, honnêtement, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. A priori, celui qui est le candidat en tête, a priori, puisqu'il vire en tête, devrait être élu. Mais ce ne sera pas suffisant d'être élu. Il va falloir faire des alliances au Parlement et là, ça va être un peu plus compliqué. Oui, c'est ce que Sophie Alexandra nous disait. Du coup, vous reviendrez nous en parler. Vraiment, une phrase. Oui, pour vous faire part de mon optimisme, même si la partie va être très dure, et même si, moi j'appelle vraiment toute la jeunesse tunisienne, cette jeunesse qui a aspiré à la liberté, à la démocratie, pour se mobiliser avec un front large autour de Nida Tounes pour battre le projet islamo-fasciste porté par Monsef Marzouki. Jamais vous ne viendrez ici sans à un moment donné dénoncer l'islamo-fascisme. Ah, mais parce et c'est votre taf. Et oui, mais je l'entends bien. Merci infiniment à tous les trois. Allez, le journal dans le 5 à 7 et ensuite un grand témoin de poids et politiquement tout à fait intéressant à écouter aujourd'hui, c'est Brice Hortefeux, tellement proche de Nicolas Sarkozy.